L'Antarctique, le sixième continent, a un gigantesque désert de glace de 13 666 000 km². Cette immensité de glace est 35% plus grande que l'ensemble du continent européen. L'Antarctique renferme 90% de la glace terrestre, 70% de toute l'eau douce de la planète et possède un sous-sol très riche en matières premières. Contrairement à l'Arctique qui abrite des populations indigènes, je pense aux Inuits, les Samis et les peuples autochtones d'Eurasie septentrionale, l'Antarctique n'en accueille aucun. Mais ça ne l'empêche pas d'être au centre de controverses depuis des décennies. Les disputes territoriales et les intérêts politico-militaires divergents qu'ils suscitent pourraient aboutir à des conflits armés. Alors, qui se dispute la souveraineté du pôle Sud et pourquoi? On commence. Pendant des siècles, l'Antarctique a surtout suscité l'intérêt des scientifiques et des explorateurs. Ce sont les différentes expéditions qui s'y sont déroulées qui ont conduit les États les plus puissants à réclamer leur part du gâteau. Actuellement, pas moins de 7 pays revendiquent leur souveraineté sur des portions de l'Antarctique. Un énorme bordel juridique et politique. Ces pays, quels sont-ils et qu'est-ce qu'ils recherchent dans ce continent de glace? On commence par un peu d'histoire. De l'Académie des sciences à l'arène politique. C'est au XVe siècle qu'apparaît le continent Terra Australis sur les mapmondes de l'époque. On n'en savait pas grand chose, juste qu'elle était située sous le détroit de Magellan au sud du Cape Horn. Les revendications territoriales commencent en 1539 avec la nomination par la couronne d'Espagne du conquistador Pedro Sancho de la Hoz au poste de gouverneur de la Terra Australis qu'on appelait aussi la Terra Incognita. C'est la première fois qu'une puissance a la prétention de s'approprier et de gouverner ce territoire, même si dans les faits aucune base n'y est installée et aucune occupation permanente n'y est organisée. En fait, elle n'a pas d'importance. Faut attendre 1895 pour observer l'âge héroïque de l'exploration en Antarctique qui va durer jusqu'en 1922. En 1898, l'explorateur belge Adrien de Gerlache de Gomery dirige une expédition composée de scientifiques polonais, roumains et norvégiens. C'est la première fois que des explorateurs passent l'hiver en Antarctique. S'ensuivent jusqu'à la Première Guerre mondiale 16 expéditions de 8 pays différents, toutes composées d'équipages de plusieurs nationalités. En 1903, alors que leur navire est piégé dans la banquise des îles Orcades du Sud, les membres de l'expédition nationale antarctique écossaise construisent un observatoire météorologique qu'ils nommeront Hammond House. Lorsqu'ils réussissent finalement à repartir, ils font escale à Buenos Aires pour se ravitailler. Là-bas, ils proposent de vendre leur base, leurs instruments et leur matériel d'observation restés sur place au gouvernement argentin. Le président de l'époque, Julio Argentino Roca, accepte l'offre par décret et sollicite l'office météorologique argentin pour assumer la suite des opérations. Hammond House change de nom et devient la Base Orcadas. Plusieurs années s'écoulent avant que d'autres pays déploient à leur tour des bases en Antarctique et revendiquent des parcelles de territoire. Ça pose les bases du problème qu'on connaît aujourd'hui, à savoir qui a droit à quoi. À tout le monde ou à personne. La division territoriale de l'Antarctique est unique au monde. C'est une sorte de copropriété où cohabitent des pays qui revendiquent la souveraineté sur certaines portions alors que d'autres ne revendiquent rien mais ils maintiennent des bases de recherche scientifique. En général, ce sont ceux qui sont le plus proches géographiquement de l'Antarctique qui se battent le plus pour étendre leur souveraineté sur ce territoire. On voit bien qu'ici, le concept de proximité territoriale joue un rôle clé. Sauf pour la France, mais on verra ça plus tard. En gros, les pays listés à l'écran sont ceux qui ont les revendications territoriales les plus fortes. Mais il y en a plein d'autres qui sont pas forcément tout près. Par exemple, les États-Unis, la Russie et la Chine. Au total, on décompte plus de 70 bases permanentes en Antarctique. La France et la Norvège justifient leurs revendications par leur fort engagement, leurs expéditions à répétition en Antarctique. En plus, la France peut compter sur sa base scientifique du Mont d'Urville en terre Adélie. Et puis, la présence de territoires français à proximité immédiate appuie son argumentaire géographique. Il y a les îles Saint-Paul et Amsterdam, l'archipel Crozet et les îles Kerguelen. Les terres australes vigient de la France au sud de l'océan Indien. Les îles Kerguelen, Crozet et Amsterdam, perdues aux confins des océans Indien et Austral, jouent un rôle stratégique très important pour la France sur des plans géopolitiques et scientifiques. Même que la France a nommé un préfet pour administrer les TAF, les terres australes et antarctiques françaises. Mais bon, la région qui l'administre est essentiellement peuplée de manchots et de phoques. Pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'est aussi une question de proximité géographique. Mais pour le Royaume-Uni, l'Argentine et le Chili, c'est un peu plus compliqué parce que
que les territoires qu'ils réclament se chevauchent. Et tout ça, ça vient du fait que les missions scientifiques sont organisées par la communauté internationale. En 1959, 12 pays avaient signé un traité sur l'Antarctique à Washington qui établit les bases de la gestion territoriale de l'Antarctique. Aujourd'hui, ce traité compte 55 signataires. Le but, c'était d'éviter des disputes territoriales et de définir les frontières de chaque partie prenante. Il y a 3 articles clés qu'il faut absolument savoir. Au fil des années, ce traité se renforça. Déjà, la plus importante des modifications, c'est celle prévue par le protocole de Madrid, signé en 91, qui interdit l'exploitation commerciale des matières premières trouvées dans les sous-sols de l'Antarctique. L'idée, c'est vraiment que le continent de glace soit considéré comme une réserve scientifique et naturelle internationale. En plus de ça, depuis 61, une sorte de forum se tient ponctuellement, la réunion consultative du traité sur l'Antarctique. Et en 2003, le secrétariat du traité sur l'Antarctique est créé, un organe exécutif basé à Buenos Aires qui est chargé de faciliter les échanges scientifiques entre les pays signataires et de promouvoir les protocoles environnementaux à respecter lors des expéditions. Mais attention, tous les États membres n'ont pas les mêmes droits. Il y a d'abord les 12 États du noyau dur initial, puis 17 États qui ont été co-optés par les 12 premiers. Ça fait un groupe de 29 qui doivent se mettre d'accord par consensus. Les autres États sont là pour la figuration, ils ont même pas le droit de vote. Une sorte de gouvernement plurinational de l'Antarctique. Bref, l'Antarctique appartient à la fois à tout le monde et à personne, sauf qu'il pourrait être le théâtre d'une nouvelle guerre froide, voire glaciale. Vers une nouvelle guerre froide. Entre le traité sur l'Antarctique, ses réunions consultatives et son secrétariat, les conditions semblent réunies pour une coexistence pacifique et une collaboration scientifique productive. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Entre 46 et 47, les US ont déployé 13 navires, 4700 soldats et plein d'avions lors d'une incursion dans l'Antarctique. L'opération High Jump avait pour objectif d'effectuer des manœuvres et des exercices pour former des soldats et tester du matériel de guerre dans des conditions de froid extrêmes. À l'époque, les risques de conflit avec l'URSS poussaient Washington à prendre plein de précautions. Des années plus tard, en février 52, un incident survient. La Bahía de Esperanza, Esperanza Bay. Des soldats argentins tirent des coups de semonce sur des scientifiques et des soldats britanniques qui débarquaient du matériel en territoire sous souveraineté argentine. Un an plus tard, en 53, rebelote avec l'incident de Deception Island. 5 Royal Marines britanniques capturent 2 marins argentins en réponse à la construction d'un refuge dans la région. Bref, au début des années 50, la tension monte en crescendo. Après la signature du traité sur l'Antarctique, que la situation se stabilise, mais la guerre des îles Malouines dans les années 80 allume à nouveau la mèche. En fait, l'Argentine considère que les revendications britanniques sur l'Antarctique seraient en fait liées à la non-décolonisation des îles Malouines. Mais la dispute qui pourrait vraiment s'envenimer, c'est celle entre le Chili et l'Argentine. Deux meilleurs ennemis. En 77, le Chili et l'Argentine étaient à 2 doigts d'entrer en guerre à cause d'un désaccord territorial. Le sujet de la discorde, la souveraineté sur le canal Beagle, un passage marin qui relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. La junte militaire argentine avait alors ignoré une sentence arbitrale britannique qui fixait les limites de part et d'autre de la zone. L'Argentin Videla n'a pas hésité à mobiliser ses forces armées. Même le pape Jean-Paul II est intervenu pour calmer Videla et Pinochet. Le conflit diplomatique entre le Chili, l'Argentine et le Royaume-Uni persiste aujourd'hui encore, ce qui explique ça. Octobre 2007, l'Argentine prête à contester les revendications britanniques sur l'Antarctique. Le ministre des Affaires étrangères de l'Argentine a averti que son pays revendiquera la souveraineté sur les fonds marins autour des îles Falkland et l'Antarctique. Décembre 2012, l'Argentine en colère contre le territoire antarctique nommé d'après la reine. L'Argentine et le Chili s'affrontent à propos d'un différend maritime dans le sud des États-Unis. Buenos Aires accuse son homologue de s'approprier 5500 km² de ses eaux territoriales dans une des zones les plus méridionales de la planète.
Octobre 2022, la visite de 3 ministres argentins en Antarctique a suscité un malaise au Chili. La tension fait suite au renforcement des contrôles de surveillance dans l'Atlantique Sud par le gouvernement argentin au travers la création d'un commandement maritime conjoint. Mais au-delà des gesticulations politiques, les 3 pays collaborent quand même quand il s'agit de secours en mer et de recherche scientifique. Sauf que la compétition pour le contrôle de l'Antarctique et de ses ressources risque de s'intensifier les prochaines décennies. Déjà, c'est en Antarctique qu'on trouve 70% des réserves mondiales d'eau douce. Et avec un ciel quasiment exempt d'interférences radio, c'est un endroit idéal pour la recherche spatiale et le suivi par satellite, mais aussi pour les opérations de surveillance et d'espionnage, même qu'on y effectue des tests d'armement radiotélécommandé. Et puis en 92, une étude de l'US Geological Survey avait conclu à une forte probabilité qu'on trouverait du pétrole et du gaz naturel en grande quantité. Sa première approximation, très provisoire, évoquait plus de 19 milliards de barils de pétrole brut et 3000 milliards de mètres cubes de gaz, la promesse d'un avenir très lucratif. Surtout que les dernières estimations suggèrent en fait plus de 200 milliards de barils de pétrole contre 19 initialement, ce qui ferait de l'Antarctique la plus grande réserve de pétrole au monde. Et c'est la même chose pour plein d'autres minerais. Alors évidemment, le traité sur l'Antarctique interdit l'exploitation commerciale de ces ressources naturelles. Mais certains pensent que ce traité pourrait être contourné à partir de 2048. Aujourd'hui, les coûts d'extraction seraient exorbitants à cause de l'immense calotte glaciaire qui recouvre le continent. Mais les techniques d'extraction évoluent très rapidement et avec la fonte des glaces qui s'accélère, ça pourrait arriver encore plus vite. Et pareil côté politique, 2048, c'est pas si loin non plus, surtout que ça laisse largement le temps aux puissances présentes en Antarctique pour se mettre d'accord. Enfin, un dernier secteur d'activité économique avec un gros impact, le tourisme. Et un tourisme de luxe car c'est pas donné de se rendre au pôle sud. On compte déjà près de 30 000 touristes par an, essentiellement par navire de croisière. Les riches États-Unis sont le groupe le plus important, suivi de près par les Chinois. La guerre froide affecte aussi l'industrie touristique. Le régime chinois intensifie la pression pour construire une base navale stratégique en terre de feu. La Chine veut faire du sud de l'Argentine sa porte d'entrée vers l'Antarctique. La Chine ne s'est intéressée à l'Antarctique qu'à partir de 1985. C'est l'une des dernières puissances à s'être lancée dans la course, mais elle a déjà rattrapé son retard. Elle dispose à présent de pas moins de 4 stations scientifiques permanentes, dont la dernière, Taishan, a été inaugurée en 2014. Beijing possède aussi 2 brise-glaces, le Shuelong et le Shuelong 2. Et puis la Chine envisage déjà la création d'une 5e base sans l'accord des autres pays membres signataires de l'accord sur l'Antarctique et même un aéroport permanent. Le gigantesque raid de la Chine sur l'Antarctique. La Chine, arrivée sur le tard en Antarctique, s'active pour investir cette zone à importance géopolitique capitale. La science est un bon moyen pour avancer ses pions. Un engagement chinois qui se concrétise aussi du côté diplomatique avec le rapprochement de Beijing avec les gouvernements argentins et chiliens. L'objectif, utiliser les installations portuaires d'Ushuaia en Argentine et de Punta Arenas au Chili qui servent déjà de port d'entrée de ces pays vers l'Antarctique. Et comme ces accords ne concernent pas seulement les navires d'exploration polaire mais aussi la marine nationale chinoise, donc militaire, les États-Unis s'inquiètent de la présence chinoise dans le coin. Une chose est sûre, on n'a pas fini d'en entendre parler de l'Antarctique. Maintenant, à ton tour, est-ce que tu savais qu'autant de pays se disputaient la souveraineté de l'Antarctique? Est-ce un nouveau front politique, économique et même militaire? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, oublie pas de la liker et de t'abonner à Diplo. Encore une fois, on serait super reconnaissant si tu acceptais de la partager à tes proches et à tes amis parce que franchement, l'algorithme YouTube a besoin d'un petit coup de pouce de temps en temps. Merci d'avoir regardé, ciao et à la prochaine.